Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Les Grandes Gueules pour l'intérêt de la Guinée. En direct, le ministre Abdoulaye Yero Baldé. Monsieur le ministre, bonjour. Ce sera naturellement important d'entendre le ministre sur l'impact de la première édition. Parce que pour moi c'est aujourd'hui le plus important. Ça mobilise beaucoup de ressources. On fait venir des autorités. En même temps, je dis que ce genre d'opération, j'ai pas envie de dire d'opération m'as-tu vu, mais quand c'est pompeux de cette façon-là, oui, il y a souvent plus de sorties d'argent que de bénéfices et d'impact réel pour l'étudiant guinéen au nom duquel le forum il est organisé. Cela, à mon avis, c'est très très important. Et aussi, il faut le dire, on est en plein dans la période. Le 2 aujourd'hui, c'était normalement la date de démarrage, d'emmanchement des négociations entre gouvernement et représentants du SLEG. Mais au sortir de ce 1er mai, comment est-ce qu'on va avec cela, vu que le ministre lui-même est concerné, lui qui est ministre de l'Enseignement supérieur, ce serait intéressant de l'entendre, lui, sur la question des négociations. D'une manière générale, on parle d'éducation nationale, Lamine Guirassy. Oui, Tamba, il a compris. Même avec les gestes, il comprend tout, ce petit. Allez-y. Écoutez, moi, je pense de toutes les façons qu'il y a des bénéfices, parce que n'oubliez pas que même quand on était en classe Tamba, lui c'est vrai que on n'était pas au même niveau, mais il le sait très bien. La question se posait souvent où vous avez des gens qui sont en sociologie qui te posent la question, mais après les études, qu'est-ce que je vais faire? Ils ne savent même pas. Donc, combien d'étudiants ne savent même pas en faisant cette branche, où est-ce qu'on peut se retrouver? Quels sont les débouchés? Donc, je pense qu'il est important, selon son niveau, et savoir exactement la formation qu'on veut suivre, tous les débouchés de cette formation. Donc, je pense que quand il y a des spécialistes qui expliquent ce genre de procédure aux étudiants, ça pourrait les permettre de mieux s'orienter dans les universités. Parce que le problème quand même se pose, les gens se retrouvent dans des départements, parfois ils se disent, quand je finis, j'essaierai tout simplement enseignant. Oui, il te dit, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est une question de mode. Je ne sais pas ce que je vais faire. Donc pour moi, il y a toujours des bénéfices. La première édition, je n'ai pas suivi, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il y a de quoi, c'est là-bas où le président a sorti des brebis. Oui, oui, non, je veux dire que je n'ai pas été sur le terrain. Oui, c'est vrai qu'il avait parlé de Cabri, effectivement, de Cabri. C'est bon. J'étais pas sur le terrain, mais c'est ce que je dis. J'ai dit, mais quand on consulte les enfants ou encore les élèves de cette façon, ça permet toujours de mieux les orienter quand ils passent les examens. Voilà, le ministre Yero qui revient à l'antenne cette fois-ci, on espère bien l'écouter. Voilà, monsieur le ministre, vous disiez. Oui, je disais que la dernière première édition, nous avons eu 10 universités brésiliennes, 18 universités de recherche, mais également 8 universités étrangères. Et cette année, on attend la présence de plusieurs universités étrangères, plusieurs universités du privé et également du public. Et par ailleurs, nous avons aussi des invités suivant des panels ministériels où nous avons 2 ministres qui viennent, l'un du Sénégal et du Burkina Faso. Et pour vous dire aussi, pour répondre à votre interrogation, vous-même, M. Guirassy, ah bon? Des panels, oui, les modèles de réussite. Sauf que je ne suis pas informé. Vous allez recevoir votre invitation. D'accord. Que vous venez parler de votre parcours, qui est un exemple. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Il n'y aura pas de démagogie, j'espère. Non, mais j'espère en tout cas. Je l'espère. Parce que beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, évidemment. Parce qu'à un moment, Tamba m'expliquait comme quoi il y a quelques universités qui voulaient snobber, si vous voulez, bouder évidemment ce forum. Comment vous avez fait finalement pour le faire venir un petit peu à la raison, à dire que c'est pour la Guinée parce que c'est important pour les étudiants? Exactement. C'est pour la Guinée, c'est pour les élèves, c'est pour les étudiants. Et c'est pour elles-mêmes, puisqu'elles vont venir présenter leur programme de formation, quelle innovation qu'elles apportent dans leur programme de formation. Donc c'est un peu du marketing pour elles-mêmes, comme ça se fait ailleurs. Je crois que beaucoup ont compris ce message. Et au dernier moment, elles se sont présentées à la première édition et j'espère que cette année aussi, elles seront fortement présentes. D'ailleurs, nous lançons le forum dans une des universités privées de la place le vendredi, à l'université Amadou Dieng, je crois que à Sonfonia, non, c'est pas Sonfonia, c'est plutôt dans la commune de Matoto.
D'accord. Alors, monsieur le ministre, c'est bien d'aller à une deuxième édition du Forum national de l'étudiant guinéen, mais est-ce que sur la base de données chiffrées, vous êtes en mesure d'établir que la première expérience a été bénéfique, elle a eu un impact pour l'étudiant guinéen? Oui, je peux vous le dire si on prend juste l'exemple des orientations en ligne. À l'issue du premier forum, et je m'excuse, on a eu moins de problèmes pendant l'orientation de cette année sur la plateforme. Les gens ont compris le mécanisme, comment ça se faisait, et aussi ils ont été informés sur les choix des filières. Parce que beaucoup ne comprenaient pas qu'aller en mathématiques, c'est la voie royale vers beaucoup de métiers, dans le métier de la finance, l'ingénierie, la recherche, etc. Donc, certains pensaient que quand on va en mathématiques, bon, c'est parce qu'on n'est pas bon. Et cette année, on a eu quand même assez d'admis en filière mathématiques qui ouvrent la voie. D'ailleurs, ceux qui ont réussi au concours d'entrée à l'école polytechnique, les classes préparatoires, viennent de filières mathématiques en majorité. Donc, il y a ces explications-là que les enfants n'ont pas, que les élèves n'ont pas. Et donc, le forum, c'est l'occasion de les réunir, de leur expliquer comment s'orienter. Et comme il y a la présence des entreprises, parce que l'année dernière, nous avons beaucoup d'entreprises, nous allons les avoir aussi cette année, même venant de l'étranger, pour leur expliquer quels sont les métiers auxquels ils doivent s'attendre. Donc, en fonction de cela, choisir leur filière de formation. Ouais. Et puisque nous sommes en train de renouveler les programmes de formation, il y a une équipe marocaine qui est là, avec Polytechnique aussi, pour Polytechnique Paris, pour les écoles d'ingénieurs. Donc, c'est l'occasion de venir apprendre. Et que nous avons... Je vous entends pas bien, donc ça va être un peu compliqué. Je pense qu'on va essayer de remettre ça, hein, parce qu'on a une mauvaise connexion malheureusement. Voilà, ça serait bien... Allez-y Madame Hiro. Non mais je ne sais pas s'il nous entend toujours, mais la question que je voulais poser, la répétition elle est pédagogique. Je voulais qu'il revienne sur l'objectif même, parce que c'est vrai qu'il y a l'orientation, il y a le fait de faire venir les entreprises, parce que je suppose que le forum il est organisé pour ses étudiants. C'est quoi les autres objectifs, les autres pans du forum? Qu'est-ce que l'étudiant gagne réellement, à part le fait de savoir comment s'orienter? Ouais, voilà, malheureusement on l'a perdu, hein. Allez-y. Il n'est pas en ligne, mais d'une manière générale, pour tenter de... Parce que je m'étais un peu penché sur la question. D'une manière générale, il y a des productions intellectuelles, donc des conférences auxquelles participent les étudiants. Mais au-delà de cela, et c'est d'ailleurs la vision la plus importante, c'est l'orientation académique des étudiants, parce qu'elle est vraiment, vraiment très importante. Et d'ailleurs, il fallait parler des étudiants de l'intérieur du pays, de ceux qui leur est réservé. Parce que ceux d'ici ont naturellement... pas mal d'accès par rapport à l'information sur ce qui se passe ailleurs et les débouchés éventuels pour chaque métier. Mais ceux de l'intérieur, c'est important de nous dire ce qu'on en fait. Mais à la fin, ça nous coûte combien tout ça? Parce qu'on fait venir des gens d'un peu partout qui paient leurs billets. Comment est-ce que tout cela est financé? C'est important de le savoir parce qu'après, on comprend, quand il y a de telles organisations, on sait à la fin ce qui se passe. Et aussi, est-ce qu'on ne va pas hurler cette fois sur le président de la République? Est-ce que tout a été pris comme mesure pour qu'il n'y ait pas de danse de cabri cette fois à la cérémonie d'ouverture? Ça reste une question, en tout cas moi, qui me préoccupe. Absolument. Et la question des tablettes qui n'est pas encore résolue, est-ce que ça va rébelloter? On n'en sait rien. Mais encore une fois, moi je préfère encore... Peut-être que cette fois-ci, il va rester au palais. Alors mais moi je préfère encore qu'une organisation comme ça soit faite et que les étudiants sachent s'orienter, parce que c'est l'aspect le plus important, au lieu qu'on organise une festivité sur l'esplanade du Palais du Peuple où on se boude. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi, moi, la réalité, c'est que je suis très content qu'il y ait enfin une organisation pareille qui permet aux étudiants de savoir s'orienter. Parce que la plupart des gonzesses que tu rencontres, je suis pas un mec à femme, hein, mais je vais... la plupart des gonzesses que tu rencontres, c'est un exemple, je vous donne une image. Tu as plein de galons, Robin. Arrêtez. Madame Hiro, excuse-moi. Madame Hiro, excuse-moi, je me mets dans la peau d'un universitaire. Non, quel universitaire? C'est pas gonzesse, c'est pas universitaire, ça. Si, ça se dit comme ça, oui, Madame Hiro. Étudiant? La plupart des femmes que je rencontre, voilà. ou des jeunes filles que je rencontre, quand je leur pose la question, vous faites quoi? Elles me disent que je suis à l'université. Et tu fais quoi? Banque, assurance. Alors 70% font banque et assurance. Et les mecs
sont juristes, vous comprenez? Donc il y a un problème sérieux. On a l'impression que c'est une question de tendance. Ma copine est allée en banque assurance, mon ami est allé en droit, etc. Moi aussi je vais aller. Donc à un moment donné, ils ne savaient pas trop comment faire le choix de l'orientation. C'est des produits fabriqués qu'on ne peut pas acheter parce que ce n'est pas un produit fini, affiné, vous comprenez? Donc voilà, donc aujourd'hui, voyez-vous, qu'aujourd'hui il est important qu'au cours de ce forum-là, comme au cours du premier, que les étudiants, au-delà du fait qu'ils sont en contact avec des entreprises, avec des étrangers, etc., on échange des expériences, on échange des idées, qu'à un moment donné, ils aient la capacité et l'intelligence de savoir s'orienter vers des métiers d'avenir. Ouais, c'est bien dit. Les métiers d'avenir tels que la data, hein, il faut le rappeler, c'est très important. Voilà. Non, mais écoutez, moi récemment, je parlais avec... Il y a moins de femmes dans ce milieu-là. Honnêtement, j'ai vu j'ai vu cette dame du côté de la RPT, pardon, mais qu'est-ce que je raconte Gonzesse, c'est pas une insulte. Non, mais c'est pas... Madame Yoro est là, c'est une dame quand même. Je parle... Je pense que c'est... Le langage de la rue, c'est pas... On doit parler soutenu dans ce studio. Je sais, je pense que c'est l'assistante de Antigou Shérif, mais celle-là, mais les carrés dans la tête, celle-là. Il y a des dames qui sont bien, qui font ce travail technique. Vous pensez qu'il n'y en a pas? Il y a des techniciennes. Il y a des femmes qui font de ces études. Mais même en ne parlant pas que des femmes, Lamine. Je vous donne un exemple. Pendant ma convalescence, j'ai échangé avec un étudiant qui a fait gestion des ressources minières, quelque chose comme ça, à l'université. Il a fini. Mais je vous dis, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Il me dit qu'après les études, ils ont fait une semaine de stage du côté de Sangaredi, mais qu'ils ne comprenaient pratiquement rien. Parce qu'il n'a pas choisi l'option là, on l'a amené là-bas. Donc, il ne comprend rien. C'est pas possible. Il y a de ces options qu'on a créées. Les gens, on les oriente parce qu'eux-mêmes, quelquefois, ils sont perdus dans le choix de ce qu'ils font. Ils étudient, ils finissent, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils font des stages, ils ne comprennent rien. Je pense qu'il y a un sérieux travail à faire à ce niveau. J'aurais aimé vraiment que le ministre soit là pour qu'il puisse nous dire est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans ce cadre-là pour que les gens sachent réellement ce qu'ils font, ce qu'il faut faire. Bien entendu, il y a tellement de choses à faire. Ça devrait commencer à la base. Il y a des gens qui arrivent à l'université avec un niveau pas possible. Il y a un travail de fond qui devait faire une sorte de refondation, un travail de très approfondi de l'enseignement en Guinée, de façon générale, parce que la formation qui se fait, on massacre pratiquement les formations qui se font. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se retrouver dans l'enseignement, parce que c'est pas n'importe qui peut se tenir devant les gens pour donner une formation. Ça demande un certain niveau et ça demande une mise à niveau, une formation, surtout dans le domaine pédagogique. N'importe qui peut sortir de l'université. C'est pour cela qu'on parle souvent du cas des gens qui sortent de l'ISEG. Ça, c'est des gens normalement qui doivent enseigner. Parce que c'est ce qu'ils ont étudié. Ils ont l'art de parler devant les gens. Mais on les met à côté, on prend n'importe qui. Comme le recrutement qu'on a fait récemment quand les syndicalistes, ont lancé la grève. On sort des gens qui partent dans les salles de classe qui ne savent même pas vous tenir en cours. C'est une véritable refondation qu'il faut faire. Je vous dis aujourd'hui, vous partez dans certaines universités, vous allez vous prendre la tête parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Bien. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV, direction Bokeh, Ahmed Kamara. On va s'intéresser évidemment à ces sociétés minières de ce côté, parce que grosse révélation d'Aboulaye Keïta. Apparemment, il y a de l'argent payé, en tout cas aux collectivités, sauf que l'argent ne va pas à l'endroit où ça devait partir. On parle de beaucoup de millions de tournées. On va essayer de savoir un peu plus de temps pour notre réalisateur d'appeler Abdoulaye Keïta. C'est quand même une problématique que j'ai souvent soulevée dans ce studio. Si vous vous souvenez, le Premier ministre était là. Je lui ai même posé la question, est-ce que en tant que Premier ministre, lui qui était donc dans une société minière en tant que responsable, parce qu'il était à GAC, est-ce qu'aujourd'hui il s'est intéressé vraiment à la question, parce que c'est une question de gros sous payés aux responsables, mais qui n'arrivent pas à destination. Et les populations, 1, 2, 3, la société ne fait pas ceci pour nous. Quand il y a pas de natte à la mosquée, on dit la société. Quand il y a l'eau qui rentre dans la maison du préfet, on dit la société. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a des taxes qui sont versées pour le développement communautaire, mais ces taxes en général sont bouffées. Mais qui bouffe cet argent? Qui bouffe cet argent? Donc c'est pourquoi parfois j'ai abordé beaucoup de journalistes et je leur ai dit, vous ne savez pas comment ça se passe dans les zones minières. Intéressez-vous un peu à la question. Vous vous levez, vous faites un raccourci pour dire la société ne fait rien. La société est installée ici depuis des années. Mais toute cette manne financière, prenez une ville, par exemple comme Dinguiraye. C'est une ville qui reçoit à peu près quelque chose de 9 à 10 milliards
par an. Ça n'a rien à voir avec la taxe qui est versée à l'État. Ouais. Ça, c'est pour le développement communautaire. Pendant combien d'années cette ville est en train de percevoir toute cette somme? Mais qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Voilà, allez, Abdoulaye qui revient en direct, Tamba. Voilà, Abdoulaye, c'est un scandale sérieux que tu mets justement sur la place publique. Mais dis-nous-en précisément, quelles sociétés sont concernées? Est-ce qu'il y a des acteurs aujourd'hui qui sont intervenus dans ce cas de corruption que tu évoques et quelle en est l'ampleur? Bon, alors je vais éviter le mot corruption en réalité parce que c'est un montant qui appartient à la collectivité, aux populations elles-mêmes. Ce n'est pas un montant qui est passé par la main d'une quelconque autorité pour être remise à la population qui a été détournée. C'est un montant, comme je le précisais tout à l'heure, qui concerne, n'est-ce pas, le paiement des compensations communautaires. Ça veut dire qu'en lieu et place des plantations dans lesquelles les populations opéraient, l'entreprise, donc puisque c'est dans son permis, a donc compensé la production agricole, n'est-ce pas, en montant. Donc c'est toute une étude, c'est toute une procédure. Donc ce montant doit être payé, n'est-ce pas, aux communautés elles-mêmes. Alors il y a deux types de montants. Il y a le montant individuel, c'est-à-dire que c'est une plantation qui est privée, personnelle, on l'évalue, on calcule, on te met à disposition le montant, on te le paye. Il y a l'autre côté, ce sont les fruits, les arbres sauvages. Quand je prends exemple le néré, entre autres, qu'on appelle la compensation communautaire. Donc dans toute la zone concernée, l'évaluation est faite sur les fruits, les arbres sauvages qui ont donc été abattus et c'est des arbres qui appartiennent à toute une génération, celle présente et celle future. Donc c'est cette évaluation qui a été faite sur la zone précise de Cambia. Cambia, c'est un district qui appartient au quartier Guiléré, qui fait partie de la commune urbaine de Bokeh. Donc cette évaluation, au-delà, parce que le montant global qui a été payé, c'est plus de 7 milliards. Donc parmi les 7 milliards, dans ces 7 milliards, il y avait 2 milliards 711 millions qui concernaient exclusivement ces arbres sauvages. Donc ce montant doit être payé en présence des autorités locales, aux responsables, n'est-ce pas, du district, au président de la jeunesse et aux représentants des femmes, entre autres, pour témoigner de la solennité de l'événement. C'est toutes les sociétés minières, du côté de Bokeh qui doivent contribuer ou comment ça se passe exactement? Parce que alors toutes les sociétés minières n'ont pas la même législation. Il y a celles qui ne payent pas. La GAC récemment, avant ne le payait, la CBG ne le payait pas avant, sauf dans le projet extension. Mais particulièrement, il faut le préciser, c'est la société minière de Bokeh, la SMB et AMR, Alliance minière responsable, qui sont vraiment les plus promptes en paiement de ces compensations communautaires aux populations. Et alors ce montant, lorsqu'il a été payé à Cambia, donc ce montant, les populations sont censées normalement l'utiliser à bon escient dans le cadre de la programmation d'activités génératives de revenus ou des activités de développement durable, la construction des édifices, les écoles, l'ouverture de routes, parce que ce montant, comme je vous le dis encore, c'est un montant qui appartient à tout le monde et à toute la population. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas de figure? Ce que j'ai trouvé vraiment scandaleux, c'est que c'est une population pauvre, très pauvre d'ailleurs, qui n'a disposé son premier forage d'eau potable que lorsque l'entreprise est venue, qui bénéficie d'un tel montant, et en lieu et place de planifier des actions de développement durable, ils se sont mis à partager ce montant. C'est leur argent, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent en réalité. Par contre, j'ai vu dans le schéma de partage une prévision faite aux autorités locales. J'ai vu un montant de 19 millions, c'est mentionné sur la fiche de partage autorité de Bokeh, sans précision ni gouverneur, ni préfet, ni maire. C'est mentionné autorité de Bokeh, 19 millions. Un peu plus en bas, c'est mentionné préfet de Bokeh, 10 millions. C'est mentionné secrétaire général des collectivités de Bokeh, 5 millions, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a assez de personnes qui sont concernées. Abdoulaye Keita, ce que vous nous dites, c'est très choquant. Est-ce que le préfet et le gouverneur, ils ont des terrains là-bas? Est-ce que les arbres là-bas, ça leur appartient? Est-ce qu'ils appartiennent à ce village-là pour qu'ils soient quand même, qu'ils aient leur nom et qu'ils sur la fiche, comme si c'était une fiche de paye? Bon, attendez, je voulais juste préciser. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, la première personne que j'ai appelée, c'est bien monsieur le préfet de Bokeh, monsieur Abouakam Bob Kamara, qui a totalement nié les faits. Il dit n'avoir jamais vu la couleur de ce montant. Cela dit en passant, à sa décharge. Donc, quand je suis allé plus loin, j'ai rencontré le secrétaire général de la commune urbaine de Bokeh, sur lequel nom était mentionné avec le montant de 2 millions. Mais monsieur le secrétaire général, monsieur Elhaj Nouankaba, a dit clairement, effectivement, que la communauté lui a proposé les 2 millions. Mais lorsqu'il a vu la valeur de l'argent et le sens de l'utilisation de ce montant, il a préféré restituer ce montant pour leur dire allez-y, mettez ces 2 millions que vous avez prévus pour moi de façon gratuite, mettez-les dans des activités, notamment la mosquée, c'est ma part de contribution, je ne touche pas cet argent. Donc, un peu de contradiction, est-ce que le préfet a reçu ou pas? Je ne peux pas le dire. Par contre, sur la fiche de répartition faite par les villageois eux-mêmes, c'est situé tous ces noms. L'autre équivoque que je voulais lever. Mais quand on touche de l'argent, on est marge. Hein? Vous avez remarqué que le préfet, il avait signé ou pas du tout, Abdoulaye Keita? Alors, c'est justement l'importance de la précision. C'est il n'y a pas de signature, il n'y a pas de décharge. On ne peut pas sur forme de document, n'est-ce pas, dire que le préfet a touché ou pas. Parce que tout simplement, ce montant est payé
à la population, à elle d'utiliser à bon escient ou de pouvoir dilapider son montant comme ça se fait. Mais la question qu'il faille se poser, la très importante question qu'il faille se poser, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, en même temps, nous sommes en train de dire que la présence des entreprises minières ne nous apporte rien, en même temps, nous sommes en train de dénoncer tous ces faits, mais lorsque les entreprises minières payent des montants, on n'est pas capable de porter de projet. Et malheureusement, les autorités en charge, n'est-ce pas, l'administration locale n'est pas capable, si vous voulez, d'engager ou de faire en sorte que les populations elles-mêmes prennent cet argent pour l'utiliser à bon escient. Donc, lorsqu'une autorité recevrait, je le mets au conditionnel, 10 millions dans un montant de 2 milliards, je vois mal cette autorité pouvoir peut-être revenir à la charge de la communauté pour imposer une quelconque planification qui soit durable. Donc, voici ce qui s'est fait. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième non plus. Donc, c'est ce type d'opération qui s'est fait sur le terrain, malheureusement, qui fait qu'au bout de 3-4 mois, la communauté utilise cet argent de la plus mauvaise manière. Ablé Keita, cette question, cette dernière d'ailleurs, est-ce que vous vous êtes rapproché un petit peu de ces sociétés minières pour savoir est-ce qu'elles payent réellement? Parce qu'elles peuvent mentir aussi, ces sociétés. Je vous informe que dans ce cas de figure, il n'y a pas de mensonge. La société paye. Je suis témoin de plusieurs paiements de compensation communautaire ici à Bokeh. GAC le paye en espace. CBG a commencé à le payer dans le cadre de l'extension de son projet. Et il y a la SMB qui est, comme je vous l'ai dit... L'endroit où il y a la magouille, moi, c'est que je n'arrive pas du tout à supporter. Pourquoi ces sociétés-là payent en espèces à Ablé Keita? Ça ne fait pas sérieux, c'est très important. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est la question qui est sur la table du département des mines, entre autres. Je vous mets à souvenance qu'il y a la mise en place du FODEL. Et pour le cas de Bokeh, permettez-moi, c'est tout le pesant d'or de la crise au niveau de l'occupation de la commune, parce que voici des montants qui pourraient bien revenir en grosse partie à une structure sérieuse qui pourrait permettre, n'est-ce pas, d'engager des actions de développement. Parce qu'en même temps, aujourd'hui, on est en train de le dénoncer, il n'y a pas une loi réellement qui statue sur l'utilisation exacte. Quelle est la structure, l'orientation de ces montants? Nos textes, malheureusement, sont un peu vagues là-dessus. Il n'y a pas concrètement de précision. Si fait intenter que les communautés, à tout bout de champ, utilisent ce montant comme ils le veulent et, par extension, comme on aime à le dire, donnent du prix de cola aux autorités de Bokeh. Merci beaucoup, Abdoulaye Keita, que vous retrouvez tous les dimanches sur Espace avec cette émission, évidemment. L'info à l'état brut. Ahmed, tu m'agressais. Oui, je t'agresse parce que les sociétés minières n'ont rien fait dans ce sens-là pour dire que ce que vous êtes en train de dire, pour moi, c'est un non-sens pour dire oui, parce qu'on paye en liquidité. Non, ça n'a pas de sens. On peut bien évidemment payer en liquidité là-bas, comme ça se fait depuis longtemps. Et la société minière se désengage. La société minière se désengage. La société minière paye ses taxes aux populations de bien gérer. La société n'ira pas gérer ces fonds-là pour encore ces populations. Je pense que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, la question doit être posée sur la table. Je vous ai donné l'exemple de Dinguiraye. Prenez l'exemple de Sigirim, par exemple. Il y a combien de sociétés minières dans cette zone? Aujourd'hui, cette zone pourrait même être, on pourrait même l'appeler Little Dubaï. Mais aujourd'hui, allez-y là-bas pour voir ce qu'il y a là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans cette zone. Merci, où sont ces fonds? Quand la mine dit que c'est pas responsable que les sociétés minières payent cash, moi je salue d'ailleurs le fait qu'ils payent cash, parce qu'au moins les villageois ont le regard sur l'argent. Imaginez que ce soit un virement bancaire dans un compte et les villageois sont pas au courant. Au moins ils peuvent percevoir 3 millions, 4 millions, même si le préfet et le gouverneur viennent encore voler 19, 20, je sais pas moi, 2 millions, etc. dedans. Ça au moins c'est un moindre mal que tout l'argent soit viré dans un compte. Les villageois sont pas au courant de l'existence d'un compte bancaire, etc. Qui est signataire, on ne sait pas. Ma foi. Tamba, tu peux prendre la parole. Hein. Voilà, il peut prendre la parole demain. Merci à Mamoudou Kondé à la réalisation de l'émission. Merci à toute cette équipe. Mohamed Diaby était là pour la radio. Vous prenez soin de vous. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Dans un instant, sur Radio Espace, c'est Oumarsoun Kama que vous retrouvez. Et sur Espace TV, la rediffusion donc de 22h. Prenez soin de vous et continuez les grandes gueules chez vous.